il ne s'agit pas tout de suite d'adopter l'éco. Il s'agit là, maintenant, de commencer à remplir les conditions pour pouvoir adopter l'éco. Donc on ne change pas, avec cet accord, le franc CFA en éco. On vient juste remplir un certain nombre de conditions qui permettent aux États membres de l'UEMOA qui ont le franc CFA en commun de reprendre la possession et de reprendre la gestion de la monnaie qui les unit. Et maintenant, se préparer à remplir les critères de convergence, respecter les principes adoptés pour l'éco et enfin pouvoir rentrer dans l'éco lorsque l'éco sera opérationnel dans l'espace qui sera défini. Et ça me permet de revenir et de faire un peu l'historique de l'éco. L'éco, c'est d'abord une idée de monnaie unique pour un marché africain unique, portée à la base par la zone monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire donc des États qui ne sont pas automatiquement membres de la CEDEAO ni membres de l'UEMOA. Depuis 2009, cette idée se mûrit, cette idée permet un certain nombre de rapprochements, mais cette idée de monnaie unique également a cette difficulté et donc de temps en temps, malgré les échéances, les volontés échouent. La première échéance en 2015 n'a pas pu tenir. La seconde échéance posée en 2020 n'a pas pu tenir. Une autre échéance est posée en 2027 et peut-être tiendra-t-elle si nous arrivons à remplir ou si les États qui veulent s'arrimer à cette monnaie unique arrivent à remplir un certain nombre de critères de convergence. 4 critères ont été définis, que ce soit le déficit budgétaire, que ce soit le taux annuel d'inflation, que ce soit les réserves de change brut évaluées par mois d'importation, que ce soit le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, précisément de Banque centrale. Lorsqu'on parle de Banque centrale, les États qui sont en promotion constante de cette monnaie panafricaniste se battent pour abriter la Banque centrale. Que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria, ou que ce soit maintenant sur notre zone UEMOA, la Côte d'Ivoire. À ce jour, il y a encore ces questions à trancher pour pouvoir savoir s'il faut une monnaie unique, comment la centraliser, comment avoir une banque centrale qui puisse faire, émettre, contrôler, vérifier, promouvoir cette monnaie unique. Et donc, depuis 2019, où on voyait l'échéance de 2020 comme l'échéance d'adoption de l'éco, avec un arrimage à cette zone monétaire ouest-africaine de la CEDEAO, dans laquelle l'UEMOA, auquel nous appartenons en termes de monnaie, franc CFA, est intégré, depuis 2019, on attend à ce jour de pouvoir remplir les critères de convergence. La première personne qui a mis fin à cette expérience 2020 en termes de monnaie unique est bien le Nigeria, qui a estimé en février 2020 que les critères n'étant pas remplis, il n'était pas possible d'avancer vers une monnaie unique en 2020. Et donc, une nouvelle feuille de route a été définie pour qu'à l'horizon 2027, l'éco puisse être effectif et que les États qui puissent rentrer à ce moment-là, sauter à pieds joints dans l'éco, puissent avoir rempli un certain nombre de critères de convergence que j'ai cités. C'est quelque chose que nous devons tenir fort pour montrer au monde entier que le Bénin, c'est le berceau de Vodou. Et le Vodou, c'est là la culture. C'est là la culture. C'est à partir de là qu'il y a la culture. Donc nous devons tout faire pour le garder bien, pour que nos enfants puissent bénéficier demain. Parce que si on répare bien et les palais royaux, vous allez voir que quand les touristes viennent,
ils vont visiter et rencontrer les vaudous, c'est important. D'abord, les Blancs ont eu même l'occasion de venir chaque fois filmer les fêtes de vaudou. Moi, j'ai rencontré ça plusieurs fois à Godomé. Et les Blancs, chaque fête de vaudou, les Blancs viennent et pour filmer. Donc, moi, je vois que c'est une bonne initiative. Et si le gouvernement a réussi l'événement, c'est parce que c'est que la seule chose que nous avions à vendre, c'est notre culture. Et le pays étant un pays laïque, où chaque religion a sa place, a sa valeur intrinsèque, ils ont choisi, bon, maintenant de revoir le vaudou. Et c'est pourquoi ils ont créé Vaudou Days, pour les vaudous non. Je les remercie, je remercie tous les organisateurs. Par la même de l'Alliance, c'est parce que ce n'est pas démontré à tout le monde qui fait qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui est venu au Bénin, d'abord, il a préparé un vol pour le Bénin. Il vient, il va rentrer dans les hôtels, il va manger l'argent dont on dit, et je ne sais pas comment ça se négocie au ministère de la Culture. Est-ce que ce blanc peut passer au ministère de la Culture pour prendre l'autorisation? C'est là où nous on ne connaît pas. Mais s'il va passer par là-bas et prendre l'autorisation, nous on va dire que ça va, c'est une économie aussi pour notre Bénin. Mais la seule chose qui a gâté la fête, ce sont nos frères, nos sœurs brésiliens qui, au moins, au lieu de leur donner petite paille pour qu'ils couvrent un peu leur cesse, on les a laissés rentrer dans la ville. Comme ça, ça a gâté la fête complètement. Et on devrait faire une autre cérémonie pour la ville de Ouidah, sinon, ils ont maudit la ville. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il y a les hôtels, il y a le transport, il y a... Qui sont fait de l'argent. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit. En fait, la réalité, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on la valorise pour que le Bénin, on ne dit quand pas de culture, on dit ah le Bénin, non, tiens. C'est ça, on est arrivé maintenant. C'est ça que le chef d'État a voulu faire en faisant ce brassage. Je sais que peut-être que les autres fêtes à venir, on va amener d'autres encore pays, d'autres cultures qui viendront. Et on va s'étonner, il faut qu'on commence à attendre au pire. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres, comment est-ce que les autres fonctionnent. Nous ne savons pas. Le gouvernement, à sa tête, le chef de l'État, a pris des mesures très importantes. Ces mesures ont permis, n'est-ce pas, de stabiliser un peu la situation. Mais si on les chasse de là-bas, ils vont rejoindre peut-être le sud, le centre du pays. C'est pour ça qu'il faut préparer les populations à cette éventualité. Les agents de sécurité sont formés pour assurer la sécurité des populations, pour assurer la sécurité de leurs biens. Mais ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas l'information nécessaire. Et ceux qui détiennent cette information, ce sont les acteurs locaux, les élus locaux que vous êtes. Pour réussir cette mission, nous devons être le relais, le point focal de la police pour remonter les informations du quartier aux arrondissements, des arrondissements à la mairie, des mairies aux préfectures. Si vous voyez des gens déambuler à côté de vous, des gens installés dans des maisons à côté de vous, vous devez chercher à savoir ces gens, qu'est-ce qu'ils font à côté de vous. La mèche, accessoire de beauté qui donne un aspect captivant à la femme. Les mèches sont très prisées par certaines femmes africaines. À Cotonou, par exemple, nombreuses sont des femmes qui ont opté pour de longues mèches sur la tête. Une tendance perceptible un peu partout dans la ville. J'aime bien, c'est la tendance actuellement et je me sens plus à l'aise quand je fais les longues mèches en fait. Elles aiment vraiment se faire tresser en faisant les tresses longues parce que moi j'ai remarqué particulièrement que c'est pour se faire remarquer plus. Si par exemple je prends deux dames, une qui s'est fait tresser avec les mèches courtes, tandis que l'autre avec les cheveux longs, à distance, on remarque plus celle qui a les tresses longues par rapport à celle qui a les tresses courtes. Et ça fait aussi sortir plus la beauté. Porter des mèches pour se rendre belle est une pratique entièrement ordinaire de nos jours. De longues mèches sur la tête, elle peut constituer
un danger. Les inconvénients, il y en a tellement. Moi-même, en tant que professionnel, je me pose les questions par rapport à leur tresse. Je me demande des fois comment elles se couchent avec les tresses longues. J'ai eu à poser la question la fois dernière à ma fille. Bon, elle me dit, maman, ce n'est pas grave, il suffit de lancer les cheveux vers le devant, de les attraper, de les mettre dans les bonnets. Je dis, comme ça, vous arrivez à bien dormir avec cette chaleur. Bon, ça dépend. Même sur les motos, leur risque, moi, je vois que leur risque, je crains que les mèches vont rentrer dans les rayons. Ça peut créer des accidents de circulation. Je peux ne pas leur dire de cesser de se tresser. Parce qu'on dit, ce qui est au mode, il faut être au mode. C'est de faire très attention. Il faut qu'il y ait la prudence. Je sais par exemple que j'ai les tresses longues sur la tête. Je saurais comment me comporter et me sécuriser pour ne pas me créer des dommages pour moi-même et pour l'environnement. La beauté n'a pas de prix, dit-on, mais ce n'est pas une exigence de faire des tresses extravagantes. Lors d'une conférence de presse à Abuja jeudi, le général de division Edouard Bouba, directeur des opérations médiatiques du ministère de la Défense, a souligné l'importance de sensibiliser les citoyens à la sécurité et de fournir des informations afin de soutenir les efforts militaires. Il a assuré au public que l'armée agirait en fonction d'informations crédibles, ajoutant que l'objectif du quartier général de la Défense pour l'année 2024 était de localiser et d'éliminer les terroristes, les privant ainsi de la capacité de terroriser les citoyens à travers le pays. Nous visons à trouver et à détruire les terroristes où qu'ils se cachent afin d'assurer leur défaite durable, a-t-il déclaré. Cette déclaration s'inscrit dans la politique du gouvernement, laquelle a conduit l'armée nigériane à neutraliser le chef Baachoua de l'organisation terroriste ISWAP, ainsi que des dizaines d'autres terroristes au cours d'une opération aérienne menée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. ISWAP représente la branche ouest-africaine de l'organisation Daesh. Le projet de loi initié par le Premier ministre britannique pour sauver son plan d'expulsion de certains demandeurs d'asile vers le Rwanda sera-t-il mis en mal par son propre camp? Rishi Sunak est confronté en effet à l'opposition de 30 députés de l'aile droite des conservateurs. Ces élus veulent apporter des amendements visant à limiter les recours en cas d'expulsion de migrants. Les frondeurs estiment que la copie actuelle ne sert pas assez la vie en la matière, ce que conteste le gouvernement. Mais en cas d'alliance de circonstances entre la branche rebelle des conservateurs et le Parti travailliste, opposé au plan avec le Rwanda, le texte pourrait être censuré. La loi migratoire présentée le mois dernier vise à déclarer dans le droit britannique que le Rwanda est un pays sûr pour l'envoi des demandeurs d'asile. Kigali a déjà fait savoir qu'il ne s'engagerait pas en faveur d'un programme qui ne respecterait pas les obligations internationales. L'Afrique du Sud était devant les juges de la Cour internationale de justice à La Haye aux Pays-Bas jeudi. Le ministre sud-africain de la Justice a présenté devant la plus haute juridiction des Nations Unies les arguments de son pays qui accuse Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Le monde assiste avec horreur au massacre d'hommes, de femmes et des enfants palestiniens, à leur bombardement et à leur ensevelissement sous les décombres de leurs maisons. On les a laissés mourir dans des hôpitaux dépourvus de ressources, ce qui a entraîné la mort de plus de 23 000 personnes par la destruction de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, d'installations de traitement de l'eau et d'autres infrastructures publiques qui nuisent aux conditions de vie et sont calculées pour entraîner la destruction totale ou partielle des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud a condamné sans équivoque l'attaque du Hamas le 7 octobre et elle l'a également fait à l'État d'Israël, transmettant sa condamnation à l'action du Hamas le 7 octobre. Et l'Afrique du Sud a réitéré ici au tribunal que ces atrocités ne justifient aucune forme de génocide. Des arguments rejetés par le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a, dans une allocution à Tel Aviv, dénoncé ce qu'il considère comme l'hypocrisie sud-africaine. Quel monde tordu! Et ce sont les forces de défense d'Israël, l'armée la plus morale du monde, qui fait tout pour éviter de blesser les civils innocents qui est accusé de génocide par les représentants des monstres. L'hypocrisie de l'Afrique du Sud ne connaît pas de limite. Où était-elle lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs maisons en Syrie et au Yémen? Et par qui? Par les partenaires du Hamas. Monde tordu, où étiez-vous? Nous savons où nous sommes. Nous continuerons à combattre les terroristes. Nous continuerons à repousser les mensonges. Nous continuerons à maintenir notre juste droit à nous défendre jusqu'à une victoire décisive. Selon le ministre de la Santé de Gaza, les opérations militaires israéliennes dans l'enclave palestinienne ont fait plus de 23 000 morts. La première audience sur les poursuites pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël s'est achevée ce jeudi à La Haye. Elle portait sur la présentation des arguments sur lesquels se fonde la plainte de Pretoria. Pour le ministre sud-africain de la Justice, la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas est inappropriée. Aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, même une attaque impliquant des crimes atroces, ne peut justifier ou défendre des violations de la Convention, que ce soit sur le plan juridique ou moral. La réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre 2023 a franchi cette ligne et a donné lieu à des violations de la Convention. Après avoir condamné l'offensive israélienne, le ministre sud-africain a appelé la Cour à vite réagir pour ne pas que le monde assiste à la disparition de l'État palestinien. Comme mentionné précédemment, la violence et la destruction en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre. Les Palestiniens sont victimes d'oppression et de violences systématiques depuis 76 ans, au moins depuis 2004. Israël continue d'exercer un contrôle sur l'espace aérien, les eaux territoriales, les frontières terrestres, l'électricité, les infrastructures ainsi que les principales fonctions gouvernementales. De plus, l'État hébreu a été accusé d'affamer les Gazaouis, d'empêcher la naissance des bébés. Pour les avocats sud-africains, tous ces actes revêtent un caractère génocidaire. Dans ce contexte, je me propose maintenant de démontrer à mon tour comment la conduite d'Israël viole les articles 2A, 2B, 2C et 2D de la Convention. 2C and 2D of the Convention. Le premier acte de génocide commis par Israël est le massacre des Palestiniens à Gaza, en violation de l'article 2A de la Convention sur le génocide. Et comme l'a expliqué le secrétaire général de l'ONU il y a 5 semaines, le nombre de meurtres commis par Israël est si élevé qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Israël a rejeté ces accusations. Pour Tel Aviv, l'Afrique du Sud a présenté la réalité à Gaza de manière déformée depuis le massacre du 7 octobre. Nelson Mandela et Yasser Arafat, symbole de l'amitié entre l'Afrique du Sud et la Palestine. Le soutien de Pretoria à la cause palestinienne est vieux de plus de 30 ans. C'est fort de cette relation que le gouvernement sud-africain portera jeudi devant la Cour internationale de justice sa plainte contre Israël pour des actes de génocide qui auraient été commis à Gaza depuis 3 mois. L'affaire est portée devant les tribunaux en vertu de la Convention sur le génocide. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël a violé ses obligations au titre de cette convention en commettant des actes génocidaires dans la bande de Gaza. Et pour y parvenir, l'Afrique du Sud doit prouver qu'effectivement ces actes existent. Cela inclut le fait de tuer des membres d'un groupe protégé ou de causer des dommages corporels et mentaux graves à des membres d'un groupe protégé ou d'infliger des conditions de vie au groupe protégé dans le but de le détruire.
La démarche sud-africaine est désormais soutenue par la Ligue arabe qui attend de la Cour une décision juste et audacieuse, mais pas que. Des organisations de défense des droits de l'homme qualifient Israël d'État apartheid. Ce conflit a pour toile de fond un État d'Israël que de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme ont qualifié d'État d'apartheid, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, ce qui constitue un crime au regard du droit international. Et je pense que cela résonne fortement avec l'Afrique du Sud, compte tenu de son passé, de son histoire, de son passé d'apartheid également, que le gouvernement de l'ANC a combattu. Il pourrait donc y avoir d'autres motivations. L'Afrique du Sud attend de la Cour internationale de justice des ordonnances contraignant Israël à mettre fin à ses opérations militaires à Gaza. En Tunisie, plusieurs manifestants se sont rassemblés jeudi devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Tunis pour exprimer leur soutien à la plainte pour génocide déposée par le pays d'Afrique australe contre Israël devant la Cour internationale de justice. Les manifestants ont brandi des pancartes remerciant la nation arc-en-ciel pour son action contre Israël. Nous voulions remercier l'Afrique du Sud par l'intermédiaire de son ambassade en Tunisie pour avoir fait ce qu'aucun pays arabe ou islamique n'a fait. Surtout pour sa demande de cesser le feu parce que des innocents meurent encore aujourd'hui en Palestine. L'association tunisienne des femmes démocrates a également exprimé son soutien au recours. L'ambassadeur sud-africain Moses Massango, qui a instigé la manifestation à Tunis, a appelé à la solidarité avec la Palestine. La différence entre ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des preuves tangibles du gouvernement et de l'armée israélien ont été rassemblées et qu'elles peuvent être utilisées contre eux. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé sa participation à la procédure judiciaire engagée contre Israël devant la Cour internationale de justice. La situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie était au menu de la rencontre entre le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas mercredi dans la ville d'Aqaba sur la mer Rouge. Les trois dirigeants se sont réunis alors qu'Israël poursuit ses bombardements sur l'enclave palestinienne. L'Égypte et la Jordanie accusent Israël de vouloir chasser les Palestiniens de la bande de Gaza. L'offensive israélienne a déjà fait plus de 23 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Ils étaient plusieurs dizaines de manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens rassemblés ce jeudi devant la Cour internationale de justice de l'ONU à La Haye, où débute la première audience préliminaire sur les poursuites pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël. Pretoria est arrivé aux Pays-Bas avec une équipe gouvernementale et des soutiens européens pour convaincre les juges de mettre un terme au conflit en forçant l'État hébreu à accepter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud estime que les actes commis par Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza. Israël, qui rejette en bloc ces accusations, plaidera non coupable. Tel Aviv a choisi d'ajouter un juge en son nom à la composition actuelle de 15 juges pour défendre son offensive militaire lancée à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre. Quelle que soit l'issue des audiences, la Cour internationale de justice ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Pour autant, une potentielle condamnation d'Israël pourrait justifier la prise de sanctions envers le pays. Les audiences doivent durer 2 jours.